Le soleil de l'après-midi baignait les pelouses de Summerfield House, dorant les chapiteaux blancs et les tasses à thé étincelantes d'une douce lueur. C'était l'un de ces rares jours de début juin, où le temps anglais semblait déterminé à honorer sa réputation romantique. Des roses grimpaient en abondance sur le treillis près du mur sud, leurs pétales tombant comme des confettis sur l'allée de gravier, et l'air était lourd des parfums mêlés de lavande, d'herbes fraîchement coupées et de génoises. La fête annuelle du jardin de Summerfield était, pour le village d'Ashfordley, un événement aussi marquant que Noël ou la fête des récoltes. Les habitants étaient endimanchés. La femme du pasteur et son chapeau pastel, le médecin du village avec sa pipe, et une poignée de commerçants prospères, d'agriculteurs et de militaires à la retraite, tous se mêlant joyeusement comme si le monde au-delà des haies de leur paisible communauté existait à peine. Miss Jane Marple, assise sereinement à l'ombre d'un parasol blanc, semblait à son aise. Avec ses gants de dentelle soigneusement pliés sur ses genoux et une assiette de gâteau aux graines intacte à côté d'elle, elle aurait pu n'avoir l'air que d'une vieille dame distinguée et un peu capricieuse. Pourtant, ceux qui la connaissaient le mieux auraient reconnu la vivacité de ses yeux bleus pâles, qui observaient tout et ne manquaient de rien. Lady Tremaine, l'hôtesse, allait d'un invité à l'autre avec l'énergie insatiable de celle qui aimait que tout soit parfait. Grande et mince, aux traits de faucon, elle avait hérité de Summerfield House de son défunt mari et prenait un grand soin de son entretien. Elle était aussi, murmurait-on au village, farouchement protectrice de l'héritage familial, à tel point que sa fille unique, Éléonore, semblait souvent se laisser submerger par les exigences de sa mère. L'après-midi s'était déroulé avec les divertissements habituels, un quatuor à cordes de la paroisse, un jeu de devinettes avec des pots de confiture et l'inévitable tombola pour le toit de l'église. Mais c'est lorsque le majordome sonna le gong pour annoncer l'arrivée des glaces que le calme habituel du village fut soudainement rompu. Un cri retentit du bord du bassin d'agrément, aigu, surpris, suivi d'une avalanche de voix. Les invités se précipitèrent vers ce bruit comme une marée, leur soucoupe à thé s'écrasant sur l'herbe. Miss Marple, se levant lentement mais résolument, suivit la foule, l'air indéchiffrable. Là, affalée contre le rebord de pierre de l'étang, gisait Éléonore Tremaine. Sa robe de soie pâle était humide à l'ourlet, ses perles de travers, et sa main serrait fermement un petit objet qui brillait faiblement au soleil. Le médaillon rouillé pendait à sa chaîne brisée, à moitié immergé dans l'eau. Le médecin du village se pencha vivement, cherchant son pouls du bout des doigts, mais les murmures qui suivirent scellèrent le silence. Éléonore Tremaine était morte. Pendant un long moment, seul le bruissement du vent dans les roses troubla le silence. Puis les voix du village s'élevèrent à nouveau, étonnées, horrifiées et spéculatives. Était-ce un évanouissement? Un tragique accident? Aurait-elle trébuché? Pourtant, Miss Marple, immobile sur le chemin de gravier, savait au fond d'elle-même que ce n'était pas un accident. C'était la façon dont la chaîne du médaillon avait été brisée, l'angle anormal du poignet d'Éléonore, la faible trace d'échymose qui se formait déjà autour de sa gorge. De petits détails, facilement oubliés sous le choc, mais qui, pour Miss Marple, témoignaient d'une intention délibérée. Lady Tremaine poussa un cri sourd et brisé et pressa une main contre sa poitrine. Mon Éléonore, ma fille unique, fut étranglée, arrachée à ses bras. Quelqu'un alla chercher le gendarme, qui arriva dans son uniforme rigide, et tenta de faire régner l'ordre, mais les bavardages et les conjectures des villageois commençaient déjà à s'amplifier comme des nuages d'orage. L'un jura avoir vu Éléonore se disputer avec un jeune homme près de la haie d'Ifs plus tôt dans la journée. Un autre se souvint que la servante des Tremaine était en larmes la semaine précédente. Un troisième murmura sombrement des dettes, des lettres secrètes, l'histoire d'une jeune femme cherchant désespérément à échapper à la main de fer de sa mère. Miss Marple, qui écoutait, ne dit rien. Elle se contenta d'ajuster ses gants de dentelle et baissa les yeux sur le médaillon rouillé, dont le métal corrodé luisait d'une signification curieuse, presque sinistre. Car, au cours de ses longues années d'observation des faiblesses de la nature humaine, elle avait appris une vérité inattaquable. Lorsqu'un village s'accroche si avidement au ragot, c'est souvent parce que la vérité était bien plus désagréable, cachée sous la surface. Et à ce moment-là, alors que le soleil d'été dorait les roses et que les rires d'il y a une heure semblaient incroyablement lointains, Miss Marple savait que le village d'Ashfordley ne serait plus jamais tout à fait le même. Le lendemain de la garden party, le jour se leva pâle et sombre, comme si le ciel lui-même avait voilé Ashfordley. La place du village, habituellement animée par les rires des enfants,
et le cliquetis des chariots des commerçants étaient curieusement silencieuses. Les rideaux étaient tirés un peu plus tard que d'habitude, et les commerçants s'attardaient sur le seuil de leur porte, l'air d'une anticipation solennelle, car il n'y avait qu'un seul sujet de conversation, la mort d'Eleanor Tremaine. À la boulangerie de Madame Frobisher, la file d'attente habituelle se formait plus tôt que jamais. Les clients se penchaient au-dessus du comptoir, non seulement pour leur pain et leurs brioches au raisin, mais aussi pour les nouvelles fraîches qui passaient d'une langue à l'autre. Madame Frobisher elle-même, une femme corpulente au visage rougeau, dont l'œil ne manquait de rien, secoua gravement la tête en emballant un pain. « Ça ne me plaît pas, elle est partie comme ça. » Une jeune femme dans la fleur de l'âge, sans véritable maladie, partie en un clin d'œil. « Croyez-moi, il y a plus que ça. » Le vieux monsieur Pritchard, l'ancien instituteur, tapota sa canne pour insister. « Les nerfs, Madame Frobisher. Cette fille était fragile. Je l'ai vue pâle comme un parchemin à maintes reprises. Je ne serais pas surpris qu'elle ait le cœur fragile. Toutes les morts ne sont pas forcément empreintes de méchanceté. » Mais Madame Frobisher pinça les lèvres. Un cœur faible n'explique pas ce médaillon, n'est-ce pas? Il a été brisé de plein fouet, paraît-il. Non, il y a quelque chose d'anormal là-dedans. À l'autre bout du village, Madame Price, la receveuse des postes, raconta sa propre version des faits à 2 clients attentifs. Le fils de ma cousine est au bureau du gendarme, et il dit que la pauvre fille avait des bleus au cou. Des bleus, remarquez, ce n'est pas une faiblesse de cœur, c'est une main mal placée. Elle se pencha, baissant la voix jusqu'à un murmure qui portait pourtant. Et si vous voulez mon avis, il y a quelque chose de particulier chez ce jeune homme de Londres avec qui elle a été vue. Un bel homme, certes, mais agité, toujours en mouvement, toujours à l'affût. Je suis arrivé ici il y a quelques semaines à peine et déjà mêlé à une tragédie. Les théories se multipliaient d'heure en heure. À midi, la moitié du village était convaincue qu'Éléonore s'était noyée après avoir trébuché dans les jardins de sa mère, tandis que l'autre moitié soutenait qu'elle avait été étranglée lors d'un crime passionnel. La servante était accusée par certains d'en savoir trop, Lady Tremaine elle-même par d'autres de diriger la vie de sa fille avec une telle sévérité qu'une évasion semblait impossible. Chacun avait son opinion et aucune ne concordait. Miss Marple, quant à elle, était assise tranquillement près de sa fenêtre donnant sur son joli petit jardin. Ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement. Des visiteurs la visitaient avec des paniers d'œufs ou des pots de confiture, des voisins qui refusaient d'avouer leur curiosité, mais dont les yeux brillaient du besoin de se confier. Elle écoutait avec patience, hochant doucement la tête, ses questions douces et apparemment anodines. « Oh, on l'a vu près de la haie d'If, dites-vous? Quelle curiosité! Et à quelle heure cela pouvait-il bien être, à votre avis? » Grâce à des questions aussi anodines, elle en tira plus que ce que la plupart pensaient. Ce fut Madame Hartley Ridge, l'épouse du pasteur, qui apporta la nouvelle la plus intéressante ce jour-là. Juchée sur le canapé en chintz de Mademoiselle Marple, l'air suffisante, elle déclara « Ma chère Jane, c'est trop affreux. » Éléonore recevait des lettres, oui, des lettres tout à fait privées. Mon mari en trouva une par hasard, laissée dans la sacristie alors qu'elle assistait à une répétition de chorale. Il ne la lut pas entièrement, bien sûr, mais il ne put s'empêcher de remarquer que l'écriture était résolument masculine. Une écriture soignée, penchée, pas du tout cléricale. Et le ton, Jane, le ton, urgent, suppliant, tout à fait déplacé. Les aiguilles de Miss Marple s'arrêtèrent au milieu de la broderie. « C'est très intéressant, » murmura-t-elle, comme pour faire une remarque sur le temps. « Il est surprenant de voir combien de telles lettres apparaissent souvent dans les villages, même si les conséquences sont rarement aussi tragiques. Et Éléonore, dites-vous, avait l'air affligée ces derniers temps ?» Madame Hartley Ridge se pencha plus près, baissant la voix. Calme, pâle, distraite. Je lui ai même dit, la pauvre fille, qu'elle ne devait pas se laisser presser par sa mère. Lady Tremaine peut être redoutable. La semaine dernière encore, je l'ai entendu dire à Éléonore qu'aucune de ses filles ne déshonorerait jamais le nom de la famille par un attachement hâtif. Je ne peux m'empêcher de penser qu'elle se doutait de quelque chose. Le soir venu, le petit bureau du gendarme était pris d'assaut par des villageois impatients de partager ce qu'ils considéraient comme des preuves cruciales. L'agent Briggs, transpirant sous la pression, prenait des notes avec une expression de détermination lasse. Chaque nouvelle théorie contredisait la précédente, et la pile de déclarations s'accumulait tandis que la clarté s'éloignait. Pendant ce temps, Lady Tremaine s'était retirée dans son salon de Summerfield House, refusant les visites
et donnant des instructions par l'intermédiaire de son majordome. On murmurait qu'elle s'était effondrée de chagrin, mais d'autres disaient que son silence masquait plutôt la colère que le chagrin. Une femme fière murmura d'un ton sombre à Madame Frobisher à son prochain client. Trop fière, de loin, elle ne laissera personne la voir se faire abattre. La seule personne à Ashfordley qui semblait insensible à la fièvre des ragots était Miss Marple elle-même. Elle se promenait dans son jardin au crépuscule, taillant des rosiers avec une précision silencieuse, les pensées tournées vers l'intérieur. Elle se souvenait d'Éléanore enfant, timide et sensible, toujours à un pas de sa mère. Elle se souvenait du rire occasionnel de la jeune fille, vif et soudain, comme un oiseau qui s'envole. De tels esprits ne se taisent pas sans raison. Éléanore tenait quelque chose fermement dans sa main lorsqu'on l'avait retrouvée. Ce médaillon rouillé, terni et brisé n'était pas un simple bibelot. Pour Miss Marple, il évoquait une histoire qui n'avait pas encore été racontée. Elle pensa aux lettres que Madame Hartley Ridge avait décrites, à la dispute près de la haie d'Ifs, à la servante en larmes. Chaque fil de ragot n'était peut-être qu'une broderie, mais au cœur de cette broderie se cachait un motif qu'il fallait de la patience pour discerner. Elle avait appris depuis longtemps que les êtres humains se répètent, dans les actes comme dans les paroles, et qu'il suffit d'observer attentivement pour voir la vérité révélée. La cloche de l'église sonna l'heure, résonnant d'une voix solennelle à travers le village. Les rideaux tremblaient, les portes étaient verrouillées. Pourtant, derrière ces portes, des voix continuaient à murmurer, à spéculer, à accuser. Car la mort d'Eléanore Tremaine avait jeté une ombre sur Ashfordley, et dans cette ombre, le secret de chaque villageois semblait menacé d'être révélé. Miss Marple posa ses ciseaux, son regard s'attardant sur le crépuscule qui s'épaississait. Il y avait quelque chose dans le timing des événements, dans la soudaineté de l'effondrement d'Éléanore, qui ne collait pas tout à fait. La mort arrivait rarement aussi proprement, et les gens, songea-t-elle, étaient rarement aussi innocents qu'ils le paraissaient. Le lendemain matin, le coroner rendrait ses conclusions, et l'affaire pourrait bien être classée par ceux qui recherchent une explication simple. Mais Miss Marple savait qu'il n'en était rien, car dans la chaîne brisée de ce médaillon rouillé et dans la meurtrissure qui noircissait la gorge de la jeune fille, elle reconnaissait la marque de la malice humaine. Et la malice humaine, une fois réveillée, ne cesse que lorsque tous ses secrets sont révélés au grand jour. L'enquête sur la mort d'Éléanore Tremaine fut ouverte avec la rapidité et l'efficacité propres aux petits villages où les formalités étaient rarement de mise. Le coroner, un gentleman aux cheveux grisonnants originaire de la ville voisine, déclara que la cause du décès était une asphyxie compatible avec une strangulation. Bien que ces paroles fussent prononcées avec le ton mesuré de sa profession, elles tombèrent comme des pierres dans le calme de la vie d'Ashfordley. Un verdict de meurtre, prononcé avec autant de franchise, ne laissait aucune place aux théories chuchotées d'évanouissement ou de faiblesse cardiaque. Éléanore n'était pas simplement morte, elle avait été tuée. L'agent Briggs, un homme bien intentionné dont le talent résidait davantage dans les affaires de circulation que dans les subtilités des homicides, se retrouva soudain investi d'une autorité bien au-delà de ses capacités. Il interrogea d'abord Lady Tremaine, assise, raide, dans son salon richement tapissé, entouré de lourds rideaux et d'une légère odeur de cire à la lavande. Lady Tremaine, pâle mais posée, répondit à ses questions avec une précision cinglante. Elle organisait sa garden party comme chaque année. Elle avait discuté avec plusieurs invités avant d'entendre le vacarme près de l'étang. Sa fille semblait un peu renfermée ces derniers temps, mais rien d'inhabituel, rien qui puisse laisser présager une issue aussi tragique. Interrogée sur les compagnons d'Éléanore, Lady Tremaine pinça les lèvres. « Ma fille a été impressionnée, dit-elle froidement. Elle se laissait facilement influencer par des connaissances peu recommandables. Je suis convaincu qu'une association imprudente est à l'origine de cette terrible affaire. » Ces paroles résonnèrent dans tout le village en moins d'une heure, relayées par les domestiques, les commerçants et les curieux qui s'attardèrent devant les grilles de Summerfield House. Pour beaucoup, cette connaissance inconvenante ne pouvait désigner qu'une seule personne, le mystérieux jeune homme londonien, M. Stephen Harcourt, qui logeait chez Madame Price, au-dessus du bureau de poste. On le voyait souvent avec Éléanore se promenant dans les ruelles ou discutant tranquillement dans le cimetière. Son arrivée à Ashfordley, si proche de la mort d'Éléanore, semblait désormais aux villageois plus qu'une simple coïncidence. L'agent Briggs rendit visite à M. Harcourt le lendemain. Harcourt, un homme grand, aux cheveux noirs, l'air légèrement las de quelqu'un habitué de la ville, admet avoir passé du temps avec Éléanore.
Ils s'étaient rencontrés par hasard à la bibliothèque, tous deux cherchant le même recueil de poésie. Il parle d'elle avec une affection évidente, la voix teintée de regret. Elle se sentait seule, dit-il simplement. Sa mère, eh bien, la tenait en laisse. Nous marchions, nous parlions, rien de plus. Je vous jure que je ne lui aurais jamais fait de mal. Lorsqu'on lui demanda où il se trouvait pendant les moments fatidiques près de l'étang, Harcourt hésita un instant. Il se dirigeait vers la gare, envisageant une escapade en ville. Personne ne l'y avait vu, cependant, et son alibi était donc loin d'être solide. Miss Marple, qui avait entendu tous les détails de Madame Price moins d'une heure après le départ de Briggs, examina attentivement le récit d'Harcourt. Elle ne fit pas partie de ses conclusions, elle donna l'impression de les rejeter complètement, mais ses aiguilles à tricoter claquèrent avec une énergie inhabituelle ce soir-là. « C'est si souvent comme ça, » murmura-t-elle. « Un jeune homme d'origine incertaine arrive, et les villageois sont prompts à le blâmer. Mais la méchanceté est rarement aussi commode. Non, il faut chercher les fils les plus subtils. » Pendant ce temps, la servante de Summerfield House, une jeune fille timide nommée Alice, fut interrogée. Elle avoua, les yeux rougis par les larmes, avoir surpris des propos acerbes entre Eleanor et sa mère le matin même de la garden party. Eleanor souhaitait se rendre à Londres pour rendre visite à une cousine. Lady Tremaine avait catégoriquement refusé, accusant sa fille de comploter un acte irréfléchi. Elle dit « Je ne laisserai pas le nom des Tremaine être mêlé à un scandale », murmura Alice. Mademoiselle Eleanor monta en courant, en pleurant. Je crus que ce n'était peut-être qu'une simple dispute. Alice se tordit les mains, lamentablement. Mais voilà. L'image qui se dessinait était celle de la tension et du secret, celle d'une jeune femme tiraillée entre devoir et désir, mère et prétendant. Pourtant, assise au presbytère avec une théière plus tard dans la semaine, Miss Marple ne songeait pas seulement aux querelles ou aux lettres. Elle songeait à l'objet qu'Eleanor tenait à la main, ce médaillon. Vieux, rouillé, la chaîne s'était brisée. Elle demanda à Madame Hartley Ridge si elle avait déjà vu Eleanor porter un tel bijou. La femme du pasteur en était certaine. Eleanor, comme sa mère, préférait les perles, soignées et bien rangées. Un médaillon rouillé aurait été totalement déplacé dans sa garde-robe. À moins, dit Miss Marple avec douceur, qu'il n'ait une valeur sentimentale. Les jeunes femmes ont tendance à chérir les souvenirs, aussi minables soient-ils. Les ragots d'Ashfordley se tournèrent alors avec une vigueur croissante vers Harcourt. On le voyait moins souvent, marchant la tête basse, les épaules voûtées, comme si le poids de la suspicion pesait lourdement sur lui. Madame Frobisher confiait à qui voulait l'entendre qu'elle ne faisait jamais confiance à un homme qui récitait de la poésie. M. Pritchard déclarait que les Londoniens étaient rarement d'une moralité irréprochable. Seule Mademoiselle Marple, écoutant ces déclarations, constatait avec quelle facilité les villageois se jetaient sur l'étranger. Elle l'avait déjà observé. En cas de problème, il était toujours plus facile de désigner un visage inconnu que de considérer ses voisins. Le troisième soir, après la mort d'Eleanor, Miss Marple fut invitée à Summerfield House par Lady Tremaine en personne. L'invitation était formulée avec formalité, mais à son arrivée, Miss Marple découvrit la fière femme étonnamment bouleversée. « Ils diront des choses horribles », dit brusquement Lady Tremaine en arpentant son salon. « Ils terniront le nom d'Eleanor. Elle s'est peut-être trompée, mais ce n'était ni une fille débauchée, ni une fille téméraire. Je vous en prie, Miss Marple, votre influence au village, votre réputation, peut-être pourrez-vous contribuer à apaiser les rumeurs. » Miss Marple inclina doucement la tête. « Les gens parlent, Lady Tremaine. C'est dans leur nature. Mais parfois, en écoutant attentivement, on peut découvrir une vérité cachée parmi les bêtises. La difficulté est de savoir laquelle est laquelle. » Ces paroles, prononcées à voix basse, laissèrent Lady Tremaine visiblement perplexe. Miss Marple, quant à elle, quitta la maison plus convaincue que jamais que l'orgueil pouvait être aussi dangereux que la passion. Cette nuit-là, tandis que les lampes brillaient doucement dans sa petite chaumière, Miss Marple réfléchissait à ce qu'elle avait entendu. La mort d'Eleanor n'était pas un hasard. Elle était liée à quelque chose dans sa vie, quelque chose d'aussi caché que le contenu de ce médaillon rouillé. Et tant que ce secret ne serait pas découvert, Ashfordley resterait agitée, vigilante et effrayée. Les jours qui suivirent l'enquête virent Ashfordley s'installer dans un rythme particulier, fait de calme apparent et de spéculations intérieures. Les magasins ouvraient à leurs heures habituelles et le chariot de lait continuait de s'agiter sur les pavés. Mais sous cette routine se cachait un malaise profond. La mort d'Eleanor Tremaine était le silence de toutes les conversations, planant entre les lignes même lorsque son nom n'était pas mentionné. Et peu à peu, inévitablement,
l'attention se concentra sur ceux que les villageois étaient les plus enclins à soupçonner. Le plus important d'entre eux était Stephen Harcourt. L'agent Briggs, soucieux de démontrer ses progrès, passa plusieurs après-midi à le suivre à travers le village. Harcourt fut observé à la bibliothèque, assis nonchalamment devant des livres ouverts, sans tourner les pages, au bureau de poste, où il ramassait les lettres les yeux baissés, et le long du chemin quittant Ashford-Lee, comme s'il était toujours tenté de partir mais incapable de s'y résoudre. Les villageois murmuraient à propos de son agitation, y voyant une preuve de culpabilité. « Croyez-moi, annonça Madame Frobisher à ses clients, cet homme cache quelque chose. Un étranger ne vient jamais dans un village sans raison. Et s'il ne cherchait que de la poésie, il serait parti depuis longtemps. » L'agent Briggs, enhardi par l'opinion publique, rappela Harcourt au poste pour un nouvel interrogatoire. Le jeune homme, fatigué mais déterminé, répéta son récit de l'après-midi. Il se rendait au poste, avec l'intention de passer la soirée en ville. Il s'était arrêté près de la haie pour fumer une cigarette. Alors il hésita, la voix basse. Il avait aperçu Éléanore de l'autre côté du jardin, mais de loin. Elle semblait troublée, presque affolée. Il avait pensé l'appeler, mais un groupe d'invités était intervenu. Lorsqu'il atteignit l'étang, la foule s'était déjà massée. C'était, comme Briggs le souligna avec délectation, une histoire non corroborée par un seul témoin. La propriétaire d'Harcourt, Madame Price, le défendit avec une véhémence qui en surprit plus d'un. « Il est silencieux comme une souris, » dit-elle à l'agent de police. « Il paie son loyer régulièrement et ne m'a jamais causé d'ennui. Vous feriez mieux de chercher plus près de chez vous, à mon avis. » Mais ces protestations furent balayées par la complaisance sentimentale. Aux yeux de la plupart, l'étranger était coupable jusqu'à preuve du contraire. Lady Tremaine, bien que discrète en apparence, ne fit rien pour dissiper les soupçons grandissants. Aux visiteurs qui osèrent s'enquérir, elle se contentait de dire « Ma fille était jeune et impressionnable. Elle s'est laissée entraîner. » Ces mots, bien que peu nombreux, étaient lourds de sous-entendus. Et lorsqu'ils furent répétés à travers les haies et dans la boulangerie, ils se transformèrent en certitude qu'Éléonore avait été ruinée par Harcourt et que, par sa résistance, il l'avait tuée. Miss Marple écoutait ces récits en silence. À ses yeux, l'empressement avec lequel les soupçons s'abattèrent sur Harcourt était en soi suspect. Les gens, elle le savait, étaient rarement aussi unanimes, sauf s'ils étaient guidés par autre chose que des preuves. Ils voulaient que l'affaire soit réglée, et l'étranger offrait la solution la plus simple. Mais la vie, d'après son expérience, offrait rarement des solutions simples. Elle se souvenait d'un cas survenu des années plus tôt à St. Mary Mead, où une jeune domestique avait été accusée de vol simplement parce qu'elle était nouvelle dans la maison. Le véritable coupable était la gouvernante, de confiance et de longue date. La nature humaine, songea Miss Marple, avait tendance à se répéter. L'innocence portait le visage de la culpabilité, et la culpabilité le masque de la respectabilité. Ses soupçons s'aiguisèrent lorsqu'elle surprit une conversation entre Alice, la femme de chambre de Summerfield House, et un livreur à la porte de service. Alice, encore pâle des récents événements, murmura avoir vu Éléonore se disputer non seulement avec sa mère, mais aussi avec quelqu'un d'autre le matin de la fête. « Ce n'était qu'un instant, » murmura Alice, « mais je jure qu'elle parlait à Madame Denholm. » Madame Denholm, la cousine éloignée de Lady Tremaine, était arrivée quelques jours seulement avant la fête, soi-disant pour une visite. C'était une femme aux traits élégants et à la réputation de charme, même si certains murmuraient qu'elle avait vécu au-dessus de ses moyens à Londres. Miss Marple garde cette remarque pour elle. Harcourt restait néanmoins le suspect officiel. Briggs, encouragé par les conclusions du coroner, suggéra même qu'un mandat d'arrêt pourrait bientôt être émis. L'idée se répandit comme une traînée de poudre à Ashford-Lee. Chez l'épicier, Madame Hartley Ridge confia que son mari avait déjà écrit un sermon sur les dangers de la tentation. Chez le forgeron, les hommes secouaient la tête d'un air sombre, murmurant que l'ingérence d'étrangers dans les affaires du village ne servait à rien. Seules quelques voix s'interrogeaient sur cette précipitation, et elles furent vite étouffées. C'est par un après-midi calme, alors que l'air sentait la pluie et que les haies étaient basses et fleuries, que Miss Marple invita Harcourt à son cottage. Il arrive à contre-cœur, les épaules voûtées sous un poids invisible. Elle lui offrit du thé et du gâteau aux graines, l'air bienveillant, mais le regard perçant, interrogateur. « Voyez-vous, monsieur Harcourt, dit-elle doucement, la difficulté en pareille matière n'est pas seulement ce que l'on a fait, mais ce que l'on paraît avoir fait. Et je crains que vous ne paraissiez, aux yeux de beaucoup, terriblement coupable. » Les mains d'Harcourt se crispèrent sur sa tasse de thé.
« Je n'ai rien à cacher, dit-il, mais personne ne me croira. » Ils me regardèrent comme si j'avais un couteau dans la poche. Je tenais à Eleanor. Elle méritait mieux que cette maison, plus que la main de fer de sa mère. Sa voix se brisa légèrement. Elle voulait partir, commencer sa propre vie. Elle me l'a demandé et m'a supplié de l'emmener à Londres, mais je lui ai dit que je ne pouvais pas. Mon travail, mes finances, tout est instable. J'ai refusé et elle a pleuré. Il baissa les yeux, le poids du souvenir limpide. Ce fut la dernière fois que nous nous sommes parlé. Miss Marple réfléchit à ces paroles. Une jeune fille aspirant à l'évasion, une mère inflexible, un prétendant impuissant. C'était une histoire aussi vieille que les roses yeux de son jardin. Mais en elle, elle percevait un fil encore invisible. « Et ce médaillon ?» demanda-t-elle d'un ton léger. « L'aviez-vous déjà vu ?» Harcourt secoua la tête. « Jamais. Il n'était pas à elle. De cela j'en suis certaine. » Tandis qu'il quittait sa chaumière, Miss Marple réfléchissait en silence. Le récit de l'inconnu n'était pas sans faille, mais son chagrin résonnait plus que la certitude des villageois quant à sa culpabilité. Et puis il y avait Madame Denholm, belle, mondaine et présente à Summerfield House. Peu de gens semblaient se souvenir d'elle, et pourtant Eleanor s'était disputée avec elle. Pourquoi? Miss Marple réfléchissait à la question. La police était peut-être satisfaite d'Harcourt, mais pas elle. À la fin de la semaine, Briggs laissa entendre que Harcourt serait bientôt inculpé. Le village se préparait à une résolution, le boulanger prévoyant déjà de raconter l'histoire pendant des années. Mais Miss Marple, observant depuis le portail de son jardin la tombée du jour, savait que l'histoire était loin d'être terminée. Le médaillon rouillé, les querelles, la mère orgueilleuse, tout cela n'annonçait pas une fin, mais un mystère encore étroitement noué. Et tant que ces nœuds ne seraient pas dénoués, aucune justice ne serait rendue. Le dimanche arriva dans un silence pesant sur Ashfordley, comme si l'air hésitait à s'agiter. Les cloches de Saint-Michel sonnèrent à travers le village, leur ton solennel rappelant à tous l'ombre qui planait. L'assemblée se rassembla discrètement, chapeau coiffé de manière respectueuse, voix chuchotée même pour saluer. Le banc où Eleanor Tremaine s'était assise avec sa mère était visiblement vide, un espace qui semblait résonner plus fort que les cantiques. Miss Marple, discrètement assise au fond, observait tout. Lady Tremaine entra avec la dignité rigide de quelqu'un déterminé à ne pas faiblir devant ses voisins. À ses côtés marchait Madame Denholm, élégante en bleu, marine, la main gantée posée sur son livre de prière. Stephen Harcourt était absent, ce qui en soi donnait lieu à des murmures. Les villageois jetèrent des regards furtifs à Lady Tremaine, au banc vide, au vicaire qui parlait avec ferveur de miséricorde et de vérité, mais personne ne semblait remarquer le léger tremblement des mains de Madame Denholm, tandis qu'elle tournait les pages de son livre de cantiques. Personne, bien sûr, sauf Miss Marple. Après la messe, le cimetière bourdonnait d'une ruche. Les opinions s'échangeaient, à voix basse, toutes aussi cohérentes. L'absence d'Harcourt prouvait pour certains sa culpabilité, pour d'autres sa lâcheté. Quelques-uns murmurèrent que Lady Tremaine paraissait trop posée, trop sévère, comme si le chagrin l'avait complètement oubliée. Miss Marple flottait parmi eux, ses aiguilles à tricoter rangées dans son sac à main, ses paroles n'étant que de douces observations. « Oh, comme il est curieux, fit-elle remarquer à Madame Hartley Ridge, que Madame Denholm prolonge son séjour, alors qu'elle avait prévu de rentrer à Londres après seulement une semaine. Les liens familiaux sont peut-être plus forts qu'on ne le pense. » La femme du vicaire, qui se délectait des bribes d'intrigue, répéta largement ce commentaire avant la fin de l'heure. Cet après-midi-là, Miss Marple passa délibérément devant Summerfield House. Les grilles étaient fermées, mais elle s'attarda suffisamment pour remarquer Alice, la femme de chambre, sortir par l'entrée latérale avec un panier de linge. Alice sursauta en la voyant, puis fit une rapide révérence. « Bonjour, Miss Marple. » Sa voix était précipitée, ses yeux baissés. Miss Marple sourit gentiment. « Quel lourd fardeau, ma chère. Et avec cette chaleur en plus. Dites-moi, comment vont les choses à la maison? Lady Tremaine doit ressentir la tension. » Alice hésita, déplaçant le panier d'une hanche à l'autre. « Oui, mademoiselle, la maîtresse est occupée. Madame Denholm la voit la plupart du temps maintenant. Je me tiens simplement à l'écart. » Puis, presque contre son gré, les mots lui échappèrent. « C'est Madame Denholm qui m'a demandé de polir le médaillon. » Elle rougit et se dépêcha de partir avant que Miss Marple ne puisse poser une autre question. Miss Marple rentre chez elle, ces mots résonnant dans sa tête. Polir le médaillon. Ce bijou rouillé, serré dans la main d'Eleanor au moment de sa mort, semblait intact depuis des années. Pourtant,
Alice prétendait que Madame Denholm lui avait demandé de le polir. Pourquoi se soucierait-elle d'une telle chose? Et s'il avait vraiment été poli, pourquoi avait-il semblé si usé et corrodé lorsqu'on l'avait retrouvé? À moins, bien sûr, qu'il ne s'agisse pas du tout du même médaillon. La pensée s'installa avec une certitude tranquille. Une substitution, peut-être. Un médaillon échangé contre un autre, avec pour seul suspect le regard perçant de Miss Marple. La question était de savoir ce qui avait été dissimulé dans l'original, et pourquoi quelqu'un voudrait-il le retirer. Ce soir-là, Miss Marple était assise à son tricot tandis que le crépuscule s'épaississait, repassant dans sa tête les bribes de ragots et de témoignages. Elinor avait reçu des lettres. Elle s'était disputée avec sa mère et avec Madame Denholm. Elle avait désespérément voulu fuir à Londres, et on l'avait retrouvée serrant contre elle un médaillon qui n'était peut-être pas le sien, et peut-être même différent de celui qu'elle possédait. Miss Marple repensa aux nombreux souvenirs qu'elle avait vus au fil des ans. Des médaillons contenant des cheveux, des photographies, des bouts de papier, assez innocents jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Un médaillon pouvait cacher une vérité plus dangereuse que n'importe quelle querelle. Le lendemain matin, elle rendit visite à Madame Price à la poste, soi-disant pour récupérer un colis de laine. La postière, ravie de sa compagnie, ne put s'empêcher de lui annoncer la nouvelle. M. Harcourt avait reçu une lettre hier, oblitérée par Londres. Ça a l'air officiel, à mon avis. Il pâlit quand je la lui tendis. Et il demanda, à propos de son billet, s'il y avait un train qui partait jeudi. Elle se pencha en avant, baissant la voix, bien qu'il n'y ait personne d'autre. Je crois bien qu'il a l'intention de nous quitter, Miss Marple. Et s'il le fait, eh bien, cela en dira long, n'est-ce pas? Miss Marple ne fit qu'un léger sourire, comme indifférente. Mais en vérité, elle trouvait la situation vraiment curieuse. Si Harcourt était coupable, s'attarderait-il si longtemps? Et s'il était innocent, pourquoi ne quitterait-il pas un village si hostile? La nature humaine était rarement aussi simple qu'on le croyait. Plus tard dans la journée, elle rendit visite au docteur Felton, le médecin du village. Avec la courtoisie d'un vieil ami, il la fit entrer dans son bureau et lui offrit du thé. C'est là, parmi les ouvrages médicaux reliés en cuir, que mademoiselle Marple s'enquit délicatement du médaillon. Le docteur Felton fronça les sourcils. « Oui, je l'ai vu à l'enquête. Une pièce étrange, rouillée et usée. Mais voici la partie curieuse. Elle ne portait aucune trace d'une main serrée. Une étreinte mourante. Mademoiselle Marple laisse des traces. Des empreintes. Ce médaillon n'en portait aucune. Presque comme s'il avait été placé là après la mort. Il parle d'un air troublé, conscient que son observation pourrait tout changer. Mademoiselle Marple le remercia gravement et rentra chez elle, ses soupçons confirmés. Si le médaillon avait été placé entre les mains d'Elinor, quelqu'un avait mis en scène sa découverte. Et si quelqu'un l'avait mise en scène, alors la véritable signification du médaillon devait être considérable. Miss Marple, rangeant soigneusement ses écheveaux de laine, songea à la façon dont on sous-estimait souvent l'importance discrète des broutilles. Un bibelot rouillé pouvait paraître anodin à un policier avide de suspects, mais pour elle, c'était une lanterne dans l'obscurité. Cette nuit-là, elle ouvrit sa fenêtre à la fraîcheur estivale et écouta le village s'endormir dans un sommeil agité. Aucun bruit ne provenait de Summerfield House, même si une faible lumière brillait encore à une fenêtre du haut. La chambre de Madame Denholm, supposa-t-elle. De l'autre côté de la verdure, les volets de la poste étaient tirés. Quelque part au-delà, Harcourt marchait seul, partagé entre rester et fuir. Et dans son cottage, Miss Marple s'autorisa une conclusion simple. La vérité sur la mort d'Elinor Tremaine ne résidait pas dans de bruyantes disputes ou des suspects évidents, mais dans le poids discret d'un médaillon. Un médaillon que quelqu'un avait eu tant envie de modifier, et peut-être encore plus envie d'oublier. Mais Miss Marple n'oublia jamais, et elle n'avait aucune intention de laisser Ashfordly l'oublier non plus. La semaine qui suivit la discrète révélation du docteur Felton au sujet du médaillon fut marquée par un profond malaise à Ashfordly. En apparence, le village continuait à cuire du pain, le bétail traversait les prés et les enfants jouaient sous les châtaigniers. Mais sous la surface, la méfiance couvait. On aurait dit que la mort d'Elinor Tremaine avait révélé les secrets que chaque foyer gardait précieusement et qu'il menaçait maintenant de se révéler au grand jour. À Summerfield House, Lady Tremaine recevait ses visiteurs avec une politesse glaciale, même si chaque jour de moins en moins osait se l'aborder. La matriarche, autrefois fière, était devenue une figure à la fois de sympathie et de suspicion. Certains murmuraient qu'elle était brisée par le chagrin, d'autres qu'elle attendait simplement que le scandale s'apaise. Ce qui était certain,
c'est que Madame Denholm restait constamment à ses côtés, ombre vêtue de soie bleu marine, qui semblait diriger à la fois la maison et l'hôtesse avec une autorité tranquille. Alice, la servante, qui s'agitait désormais comme un moineau nerveux, confiait à qui voulait l'entendre que Madame Denholm avait pratiquement pris la direction de Summerfield. « La maîtresse ne bouge pas sans elle, murmurait-elle, et c'est Madame Denholm qui ferme le bureau la nuit, et non Lady Tremaine elle-même. » Pendant ce temps, Stephen Harcourt était l'objet d'une nouvelle confrontation. L'agent Briggs, encouragé par ses supérieurs, le pressa une fois de plus au poste. « Vous feriez bien de tout nous dire, monsieur, » dit Briggs en s'appuyant lourdement sur son bureau. « Plus vous tardez, plus la situation empire. Une jeune femme est morte, et vous êtes le dernier à être en sa compagnie. » Harcourt, pâle mais provocateur, répondit « Je vous ai tout dit. Eleanor voulait quitter Ashfordley. Elle m'a demandé de l'aide, mais je n'ai pas pu la lui apporter. C'est tout. » Sa voix exprimait la lassitude d'un homme qui répète la même histoire dans l'oreille d'un sourd. Pourtant, tandis qu'il parlait, Miss Marple soupçonnait qu'une partie de son histoire restait cachée. Une ombre brillait dans ses yeux, l'ombre d'un refoulement, non pas de la culpabilité peut-être, mais de la honte. Les secrets des villageois commencèrent à refaire surface de manière curieuse. À la boulangerie, Madame Frobisher laissa échapper qu'Eleanor lui avait un jour emprunté une petite somme, rapidement remboursée, mais inhabituelle pour une fille de son rang. À la poste, Madame Price laissa entendre qu'Eleanor recevait plus de lettres qu'on ne le pensait, certaines y étant remises en main propre plutôt que par la poste. Et au presbytère, Madame Hartley Ridge confia à voix basse avoir vu Lady Tremaine brûler des papiers dans l'âtre la nuit même qui suivit la mort d'Eleanor. « Il était bien tard, dit-elle, les yeux écarquillés. J'étais allé chercher un recueil de cantiques que j'avais oublié, et en passant par Summerfield, j'ai vu des volutes de fumée, bien plus importantes que ce qu'un simple incendie aurait nécessité. Qu'avait-elle bien pu détruire, Jane ? » Miss Marple, qui écoutait avec sa sérénité habituelle, répondit simplement « Il arrive souvent, ma chère, que lorsqu'on craint le scandale, le feu semble le remède le plus simple. » Mais ses pensées étaient loin d'être simples. Lettres, prêts et autodafés nocturnes étaient autant de fragments d'un schéma plus vaste. Elle avait appris depuis longtemps que les schémas se dessinèrent rarement sans une patience méticuleuse. La première véritable confrontation eut lieu lorsque Madame Hartley Ridge, enhardie par ses propres théories, rendit visite à Lady Tremaine. « Ma chère, commença-t-elle, avec la compassion forcée de quelqu'un qui se délecte de tragédie, le village ne put s'empêcher de s'interroger sur la fréquentation d'Eleanor. Il est si facile de mal interpréter les circonstances. Peut-être, si vous lui expliquiez, le sang-froid de Lady Tremaine finirait-il par se briser. « Expliquez-moi, » s'écria-t-elle d'une voix aiguë et cassante. « Expliquez-moi comment ma fille a été trompée par un étranger en quête de fortune. Comment elle a été égarée par la faiblesse, le sentiment, la folie. Non, Madame Hartley Ridge, je ne vous expliquerai rien. Mon Eleanor est hors de portée de vos ragots, et je ne laisserai pas sa mémoire ternie. » Elle quitta la pièce d'un pas rapide, laissant son visiteur à la fois surpris et satisfait. En moins d'une heure, l'histoire de l'emportement de Lady Tremaine se répandit dans tout Ashfordley. Le soir même, une autre dispute éclata, cette fois entre Alice, la bonne, et Madame Denholm. Un livreur rapporta plus tard avoir entendu des éclats de voix depuis la porte de la cuisine. Alice, en larmes et provocatrice, accusa Madame Denholm de lui avoir ordonné de mentir sur l'endroit où se trouvait Eleanor le matin de la garden party. « Tu as dit qu'elle était avec toi, » s'écria Alice. « Mais je sais que non. Elle était dans le verger avec ce jeune homme, et tu le sais. » La réponse de Madame Denholm fut trop étouffée pour être entendue, mais le livreur jura avoir entendu le bruit d'une gifle. Alice réapparut le lendemain, les joues rouges, et refusa d'en reparler. Miss Marple apprit l'histoire du livreur lui-même, qui s'arrêta devant son portail avec son panier de colis. Elle hocha gravement la tête et lui offrit une part de génoise. « Les disputes de cuisine sont souvent plus révélatrices que celles de salon, » observa-t-elle doucement. Le garçon, bien qu'il ne comprît pas tout, accepta ces paroles avec fierté. Ce qui frappa le plus Miss Marple, cependant, fut la persistance du médaillon dans tous les récits. Bien que l'agent de police le considérât comme un simple bibelot, il résonnait dans les ragots comme un refrain sombre. Alice affirmait que Madame Denholm l'avait fait polir. Le docteur Felton pensait qu'il avait été placé délibérément entre les mains d'Eleanor. Lady Tremaine avait brûlé des papiers la nuit même de sa découverte. Et pourtant, personne ne pouvait dire ce qu'ils contenaient. Ce mystère pesait plus lourd que n'importe quelle querelle ou n'importe quelle explosion.
À la fin de la semaine, Ashford Lee semblait divisé en deux camps. L'un était fermement convaincu de la culpabilité d'Harcourt, sa présence au village étant une malédiction. L'autre commençait à soupçonner que la maison Tremaine elle-même recelait des secrets plus sombres. Miss Marple entre dans cette division, discrète mais toujours attentive. Elle vit les mains tremblantes de Madame Denholm à l'église, la posture trop droite de Lady Tremaine chez l'épicier, les regards furtifs échangés entre Alice et le garçon boucher. Pour les villageois, ce n'étaient que des broutilles. Pour Miss Marple, ce n'étaient que les fils d'une tapisserie dont l'image commençait à se dessiner, très faiblement. Un soir, alors que le soleil baissait et que l'air embaumait le foin coupé, Miss Marple fit une promenade délibérée le long du verger derrière Summerfield. Là, à moitié cachée par les orties, elle remarqua quelque chose qui brillait dans l'herbe. Se baissant prudemment, elle récupéra un petit objet, un fermoir cassé, pas plus grand qu'une pièce de monnaie, ternie par le temps. Elle le retourna entre ses doigts. Il correspondait parfaitement au médaillon. Un fragment, ignoré de tous, sauf des plus attentifs. Elle le glissa dans son gant, l'esprit déjà en ébullition. Si le fermoir avait été jeté ici, alors Éléanore se trouvait dans le verger avec le médaillon avant sa mort. La substitution n'était pas le fruit du hasard. Quelqu'un avait soigneusement planifié, mais pas assez pour effacer toute trace. Miss Marple se redressa, son regard s'attardant sur la maison silencieuse au-delà du verger. Des secrets se pressaient contre ses murs, cherchant à se libérer, et elle savait qu'ils le feraient bientôt, car les secrets, comme les loquets et les chaînes, avaient tendance à se briser sous la pression. Et lorsqu'ils le faisaient, la vérité ne pouvait plus être contenue. Le malaise silencieux qui régnait à Ashford Lee fut rompu un jeudi matin par une agitation à la poste. Madame Priest, troublée et pâle, raconta à chaque client qui franchissait sa porte qu'une lettre adressée à Eleanor Tremaine était arrivée de Londres 2 jours après sa mort. L'écriture était la même, penchée et masculine, que Madame Hartley Ridge avait un jour remarquée dans la sacristie. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et avant midi, la moitié du village s'était rassemblée pour en discuter. Qui aurait bien pu écrire à une jeune fille morte, et plus grave encore, qu'avait bien pu cacher Éléanore pour susciter une correspondance aussi urgente? L'agent Briggs, appelé aussitôt, prit la lettre avec une solennité exagérée. Il refusa de la lire à voix haute à la foule rassemblée, bien que Madame Price tendit le cou dans l'espoir d'en apercevoir un aperçu. Il déclara plutôt que la lettre serait conservée comme preuve. Son secret ne fit qu'attiser les spéculations. Certains étaient certains qu'elle confirmait la culpabilité de Stephen Harcourt. D'autres murmuraient qu'elle indiquait une liaison secrète à Londres. Mademoiselle Marple, arrivée en retard sur les lieux et écoutant sans commentaire, remarqua quelque chose de plus subtil. Madame Denholm, qui passait par là en venant de Summerfield House, s'immobilisa en entendant parler de la lettre. Sa main gantée et ferme jusque-là serra son ombrelle jusqu'à en blanchir les jointures. Ce ne fut qu'une réaction d'1 seconde, mais elle n'échappa pas à l'œil observateur de mademoiselle Marple. Cet après-midi-là, Briggs convoqua à nouveau Harcourt. « Tu ferais mieux de t'expliquer, » dit-il d'un ton sévère en tapotant la lettre non ouverte sur le bureau. « Si tu écris cela, ce sera pire pour toi. » Le visage d'Harcourt était décoloré. « Je n'en ai pas écrit, » dit-il fermement. « J'ai écrit des lettres à Éléanore, certes, mais jamais de Londres, et jamais de cette main. Elle m'a dit un jour qu'elle avait eu une autre correspondante, mais elle n'a pas voulu dire laquelle. » Briggs, peu impressionné, garda la lettre sous clé, laissant le village se demander quel secret son contenu recelait. Pendant ce temps, Miss Marple rendait visite à Alice, la bonne, sous prétexte d'envoyer un pot de confiture de framboise à Lady Tremaine. Alice, toujours timide et méfiante, hésita avant de la laisser entrer. Le regard de la jeune fille se porta nerveusement vers le salon où Madame Denholm était assise avec Lady Tremaine. Miss Marple parla doucement, gentiment, des roses et de la chaleur estivale, et ce n'est qu'ensuite qu'elle demanda à Alice si Miss Éléanore recevait souvent des lettres en main propres. Alice se mordit la lèvre puis murmura « Oui, mademoiselle ». Madame Denholm lui en donnait parfois. Elle disait qu'elle venait d'une amie de Londres. Mais Miss Éléanore avait toujours l'air effrayée en les lisant, jamais contente. Une fois, je l'ai même vue en déchirer une, mais Madame Denholm la lui a fait garder. Elle jeta un coup d'œil vers la porte fermée et frissonna. « Je vous en prie, ne dites pas que je vous l'ai dit. » Miss Marple lui tapota la main. « N'ayez crainte, ma chère. La vérité a tendance à refaire surface, sans notre aide. » Mais en rentrant chez elle, elle examina attentivement la question. Si Madame Denholm avait remis des lettres à Éléanore, et si une lettre était arrivée de Londres,
alors la vie d'Eleanor était plus étroitement liée à cette ville qu'on ne voulait l'admettre. Le médaillon rouillé, les querelles, le secret, tout pointait dans la même direction. Pourtant, Lady Tremaine et Madame de Nolme étaient déterminées à maintenir le regard d'Ashfordly fixé sur Harcourt. Le coup de théâtre survint tard ce soir-là, lorsqu'un autre cri résonna sur la place du village. Les villageois se précipitèrent là pour trouver Alice, la servante, effondrée près du portail du verger. Elle n'était pas morte, mais elle était pâle et tremblante, sa respiration haletante et effrayée. « C'était le même médaillon », murmura-t-elle en serrant la main de Miss Marple tandis qu'ils se rassemblaient autour d'elle. « Je l'ai revu, sur le chemin qui longeait le verger. Quelqu'un l'a déposé là. Il n'était pas rouillé, il brillait comme neuf. » Elle s'évanouit avant de pouvoir en dire plus. La découverte d'un deuxième médaillon, ou peut-être du véritable, jeta un nouveau tollé dans le village. L'agent Briggs fulmina, déclarant qu'Alice avait probablement été submergée par le chagrin et l'imagination. Pourtant, lorsqu'un groupe de garçons prétendit plus tard avoir vu quelque chose scintiller près du verger, même lui ne put l'ignorer. Des recherches furent lancées et, effectivement, sous les orties où Miss Marple avait trouvé le fermoir, un petit médaillon étincelant fut découvert. Contrairement au bijou rouillé placé dans la main d'Eleanor, celui-ci était intact, sa surface argentée à peine ternie. À l'intérieur se trouvait une photographie décolorée, mais encore reconnaissable, d'un jeune homme en uniforme militaire. Le village fut stupéfait par cette révélation. Qui était cet homme? Personne ne put l'identifier. Lady Tremaine, lorsqu'on lui montra le médaillon, devint blême et exigea qu'il lui soit rendu immédiatement. Madame de Nolme la soutint, déclarant qu'il s'agissait d'une affaire familiale privée et que le gendarme n'y était pour rien. Mais Briggs, enhardi par les preuves, refusa. « Ceci est la propriété du défunt, et cela reste du ressort de l'enquête, » dit-il fermement. Pour une fois, les villageois applaudirent sa détermination. Miss Marple ne dit rien, bien que son regard se posât avec acuité sur la silhouette figée de Lady Tremaine. Une photographie en uniforme, cachée dans un médaillon, remplacée par un double rouillé et sans valeur, ce n'était pas des coïncidences. La mort d'Eleanor était liée à ce passé caché, peut-être à un soldat depuis longtemps oublié ou délibérément effacé. Miss Marple pensa au timing de la garden party, aux disputes soudaines et à la hâte avec laquelle Lady Tremaine avait brûlé des papiers. Incendie, substitution, déni sont autant de signes de désespoir plutôt que de chagrin. Cette nuit-là, le village s'animait de nouvelles spéculations. Certains affirmaient que l'homme sur la photo était le fiancé secret d'Eleanor. D'autres insistaient sur le fait qu'il devait s'agir d'un parent, peut-être d'un mouton noir de la famille. Harcourt, autrefois seul suspect, se retrouva momentanément éclipsé par la perspective alléchante d'un mystérieux soldat. Et pourtant, sous l'excitation, la peur persistait. Si Eleanor avait aimé quelqu'un, pourquoi était-elle morte si subitement? Et pourquoi quelqu'un avait-il tant cherché à dissimuler la vérité? Dans sa chaumière tranquille, Miss Marple réfléchissait avec son calme habituel. Un autre rebondissement, un autre fil dans l'écheveau de la folie humaine. Les villageois allaient désormais courir après le soldat, oubliant Harcourt pour un instant, oubliant même Eleanor elle-même. Mais Miss Marple savait qu'il n'en était rien. La vérité ne résidait pas dans les ragots, mais dans les petits actes délibérés que les gens accomplissaient lorsqu'ils se croyaient inaperçus. Un médaillon poli, une lettre brûlée, une photographie cachée. Tels étaient les panneaux qu'elle suivait, et ils pointaient résolument vers la vérité. En éteignant sa lampe, Miss Marple s'autorisa une pensée. Le tueur avait fait preuve d'imprudence. En cherchant à tromper, ils en avaient en trop révélé. Et bientôt, plutôt qu'ils ne l'imaginaient, leur secret se resserrerait autour d'eux comme un nœud coulant. La découverte du médaillon en argent avait provoqué à Ashfordly une vague d'émotion qui ne s'estompait pas. Le village ne se contentait plus de blâmer Stephen Harcourt seul. Désormais, des rumeurs concernant une photo de soldat, une amende secrète et la honte familiale circulaient de bouche en bouche. Pourtant, malgré tous ces bavardages, personne ne semblait plus près de comprendre la cause de la mort d'Eleanor Tremaine. C'était comme si la vérité, telle une silhouette entrevue à travers le brouillard, se modifiait à chaque fois que les villageois pensèrent l'avoir saisie. Miss Marple, cependant, croyait qu'ils approchaient enfin du cœur du problème. La photographie cachée, la substitution par un bibelot rouillé et l'incendie précipité des papiers ne témoignaient pas d'un hasard, mais d'une dissimulation délibérée. La question était de savoir par qui et dans quel but. Elle décida que le moment était venu d'observer ses suspects plus directement, car la nature humaine, elle le savait,
se révèle plus clairement lorsqu'on la sollicite avec la plus grande douceur. Son premier appel fut adressé à Stephen Harcourt, qu'elle trouva arpentant l'étroit salon de son logement au-dessus du bureau de poste. Il avait l'air hagard, les yeux cernés de fatigue. « Ils ne me laisseront pas tranquille, » dit-il amèrement, tandis qu'elle s'installait dans l'unique fauteuil en face de lui. « Chaque regard est une accusation, chaque silence est pire. Je vous jure, Miss Marple, que je n'ai fait aucun mal à Eleanor. » Miss Marple se servit une tasse de thé dans la théière qu'il avait laissée intacte, d'un geste calme. « Je suis encline à vous croire, monsieur Harcourt, » dit-elle doucement. Il releva brusquement la tête, surpris. « Mais la croyance ne suffit pas, n'est-ce pas? Il faut aussi faire preuve de sagesse. Si vous voulez prouver votre innocence, ce ne sera pas par des dénégations furieuses, mais en comprenant ce qu'Eleanor craignait et ce qu'elle craignait. » Il déglutit, puis admit « Elle m'a dit qu'il y avait des choses que sa mère ne lui pardonnerait jamais, des choses du passé, mais elle n'en dirait pas plus, seulement qu'elle ne pouvait plus le supporter. » Il enfouit son visage dans ses mains. « J'aurais dû insister pour qu'elle me le dise. J'aurais peut-être pu la sauver. » Miss Marple le regarda avec bienveillance. « Peut-être. Mais le passé a tendance à nous rattraper, qu'on en parle ou non. » Le lendemain, elle réussit à rencontrer Alice, la servante, dans le chemin. Alice, encore nerveuse, portait un panier de légumes. Miss Marple marchait à ses côtés, observant distraitement l'état du jardin de Summerfield. Puis elle demanda, presque comme une réflexion, « Et comment Lady Tremaine a-t-elle réagi quand on lui a montré le médaillon en argent ?» Alice jeta un rapide coup d'œil autour d'elle, puis murmura, « Elle a failli s'évanouir, mademoiselle. » Madame Denolme dut la soutenir. Elle déclara ensuite qu'il ne fallait plus jamais parler du médaillon. Mais Madame Denolme lui répondit qu'il valait mieux laisser le gendarme croire ce qu'il voulait. Le regard d'Alice se posa sur celui de Miss Marple. Leur façon de se regarder m'effraya, comme si elles partageaient un terrible secret. Miss Marple lui tapota doucement le bras. « Vous avez bien raison de remarquer ce genre de choses, ma chère. C'est souvent dans un regard que la vérité s'échappe. » Plus tard dans l'après-midi, Mademoiselle Marple accepta une invitation à prendre le thé au presbytère. Madame Hartley Ridge, toujours désireuse de partager son savoir, raconta chaque détail de la lettre de Londres. « Mon mari ne l'a pas vue, bien sûr, mais il m'assure que de telles lettres sont toujours porteuses de tentation. Les femmes sont si vulnérables, Jane, face à la flatterie. Pauvre Eleanor, elle n'y résista pas. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Et pourtant, ma chère, les femmes sont aussi remarquablement fortes lorsque l'occasion l'exige. Il faut se garder de supposer une faiblesse là où il y a peut-être de la détermination. » Madame Hartley Ridge parut perplexe, mais Mademoiselle Marple laissa son commentaire en suspens comme un point de suture, parlant doucement en l'absence d'explication. Son épreuve la plus délibérée eut lieu ce soir-là, lors d'une visite à Summerfield House. Lady Tremaine la reçut avec raideur dans le salon, Madame Denolme à ses côtés, comme déterminée à ne pas la laisser seule. L'air sentait le cirage et la lavande, mais sous cette odeur flottait quelque chose de plus âcre, comme du fer. Miss Marple complimenta les roses du jardin, la symétrie des pelouses, puis, avec son plus doux sourire, sortit un morceau de papier plié. « J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser, dit-elle. On l'avait trouvé près du verger. On dirait un extrait d'une photographie. Curieux, n'est-ce pas? En réalité, ce n'était rien de plus qu'une vieille coupure de magazine qu'elle avait découpée elle-même, mais elle observa attentivement Lady Tremaine s'en emparer. La main de la femme trembla violemment, et elle laissa tomber le papier avant même de l'avoir déplié. Madame Denolme le ramassa aussitôt, les yeux pétillants. « Comment osez-vous apporter de telles bêtises dans cette maison » s'exclama-t-elle. « N'avez-vous aucun respect pour le deuil ?» Lady Tremaine murmura « Non, Margaret, s'il vous plaît. » Mais Madame Denolme l'ignora, affirmant que la visite était terminée. Miss Marple se leva doucement, murmurant ses excuses, mais intérieurement, elle avait confirmé ses soupçons. Car la culpabilité, lorsqu'elle est touchée, réagit bien plus vivement que l'innocence. Ce soir-là, assise près de son feu, elle réfléchissait à la suite des événements. Les villageois pensèrent que le mystère se concentrait sur Harcourt, ou peut-être sur un soldat anonyme de la photographie. Mais Miss Marple commençait à percevoir un schéma différent, où la fierté et la réputation familiale pesaient sur eux plus lourd que l'amour. Eleanor avait voulu s'échapper. Elle avait demandé l'aide d'Harcourt. Elle avait reçu des lettres de Londres, et elle était morte en serrant un faux médaillon, tandis que le vrai était caché. Quelqu'un avait tout fait pour s'assurer son silence. Quelqu'un qui ne craignait pas Eleanor elle-même, mais ce qu'elle pourrait révéler. Le vendredi matin, le village fut à nouveau sous le choc. Briggs,
s'apprêtant à interroger Madame Denholm sur son séjour à Ashfordley, découvrit qu'elle était partie dans la nuit. Sa chambre à Summerfield était vide, ses malles disparus. Lady Tremaine prétendit ne rien savoir de son départ, bien que son visage pâle trahît son agitation. Les villageois se mirent à jaser. Certains déclarèrent Madame Denholm coupable et s'enfuirent. D'autres pensèrent qu'elle protégeait Lady Tremaine, et quelques-uns, plus fantaisistes, suggérèrent qu'il s'agissait de la veuve du soldat déguisé. Ashfordley bourdonnait de spéculations, chaque théorie étant plus folle que la précédente. Miss Marple, cependant, hocha simplement la tête en apprenant la nouvelle. Fuir était un acte de désespoir et non de stratégie. Madame Denholm avait dévoilé son jeu trop tôt et, ce faisant, avait resserré le cercle de la culpabilité. Le véritable test n'était plus de savoir qui pouvait parler, mais de savoir qui pouvait supporter le silence. Car le silence, Miss Marple le savait, était le plus lourd fardeau. À la tombée de la nuit, elle se prépara pour l'étape finale. Un rassemblement, soigneusement organisé, où les questions pourraient être posées et où les réponses, aussi hésitantes soient-elles, devraient enfin être données. Elle avançait avec une détermination tranquille, son tricot soigneusement rangé, le regard plus perçant que jamais. La toile se resserrait, et bientôt, l'araignée en son centre serait forcée de sortir. La disparition de Madame Denholm fut le sujet de conversation d'Ashfordley pendant des jours. Certains affirmaient qu'elle avait pris peur et s'était précipitée à Londres. D'autres juraient l'avoir vue se glisser dans une voiture en direction de la côte. Les théories se multipliaient, toutes plus imaginatives les unes que les autres. Pourtant, au milieu de ce vacarme, un fait demeurait indéniable. Son départ soudain avait laissé Lady Tremaine plus isolée que jamais. La dame de Summerfield House, qui autrefois présidait le village avec une froide assurance, semblait désormais fragile, son sang-froid craquant. Elle continuait à se présenter à l'église, la tête haute sous son voile noir, mais ses gestes étaient devenus hésitants, sa voix plus faible, et son regard autrefois perçant lançait désormais un regard inquiet à chaque murmure. Ceux qui avaient craint sa sévérité la regardaient désormais avec un mélange de pitié et de suspicion. Et malgré tout cela, Miss Marple observait, son tricot calme, son esprit constamment en mouvement. Stephen Harcourt, lui aussi, resta au village, bien que son nom résonnât encore à chaque coin de rue. Agité, il arpentait les ruelles, le col relevé, sans pourtant faire le moindre geste pour partir. Miss Marple, qui le vit un après-midi près du parc, trouva son insistance curieuse. Un coupable aurait pu fuir, et pourtant Harcourt s'attarda. Peut-être cherchait-il à se venger. Ou peut-être, songea Miss Marple, se sentait-il encore lié à Eleanor par l'histoire inachevée de sa vie. C'est dans cette atmosphère de spéculation que Miss Marple décida qu'il était temps de rassembler les fils. Un village comme Ashfordley, elle le savait, se nourrissait de discussions, mais celle-ci, laissée à elle-même, créait plus de confusion que de clarté. Il fallait un rassemblement silencieux, un lieu où les mots pourraient s'en être pesés et les réactions mesurées. Elle s'attela donc à sa tâche avec la même précision qu'elle mettait à tricoter maille après maille, détail après détail. Elle commença par inviter Lady Tremaine à prendre le thé. « Cela fait trop longtemps que nous ne nous sommes pas assises ensemble, » dit gentiment Miss Marple, « et j'ai pensé qu'un peu de compagnie vous ferait du bien. » Lady Tremaine, raide et hésitante, accepta. Le lendemain après-midi, elle arriva, son voile noir soigneusement arrangé, les lèvres pincées. Miss Marple servit le thé et parla de choses insignifiantes, le temps, les roses, le dernier sermon du pasteur. Ce n'est qu'après une demi-heure de bavardage aussi inoffensif qu'elle dit « Votre cousine doit vous manquer terriblement. Madame Denholm vous a été d'un tel réconfort. » À la mention de ce nom, la tasse de Lady Tremaine tint légèrement contre sa soucoupe. « Margaret a toujours été loyale, » dit-elle d'un ton sec. « Elle n'est partie que parce que le village ne voulait pas la laisser en paix. » Miss Marple hocha la tête, l'air douce. La loyauté peut être à double tranchant. Parfois elle nous lie, même quand on aspire à la liberté. Lady Tremaine ne dit rien, mais ses mains gantées se resserrèrent sur ses genoux, jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Sa deuxième visite fut chez Alice, qu'elle trouva en train de plier du linge dans le jardin. La jeune fille semblait lasse, les yeux cernés par des nuits blanches. « Alice, dit doucement Miss Marple, je me demande si vous pourriez faire quelque chose pour moi. Vous êtes dans une situation difficile, je sais, mais la vérité, si petite soit-elle, peut parfois apaiser le cœur. Dites-moi, le matin de la garden party, lorsque Miss Eleanor s'est disputée avec sa mère, y avait-il quelqu'un d'autre ?
Alice hésita, jetant un coup d'œil vers la maison. « Madame Denholm » murmura-t-elle enfin. Elle entra dans la pièce après les cris. Miss Eleanor parle d'une photographie. Elle pleurait, tenant le médaillon. Madame Denholm lui dit de se taire, que l'affaire était dangereuse. C'est alors qu'elle courut au verger. La voix d'Alice se transforma en un sanglot. Je n'aurais jamais dû la laisser partir seule. Miss Marple la réconforta doucement, même si intérieurement elle sentait une certitude profonde s'installer. Le médaillon, la photographie, la dispute, tout cela était lié. Le dimanche suivant, Miss Marple se rendit de nouveau à l'église, assise à son banc habituel au fond. De là, elle observa d'un seul regard tout le village. Lady Tremaine, Stephen Harcourt, fier mais blême, Alice, tendue et agitée, et les villageois pâles et soumis qui tendèrent le cou pour les observer. Les paroles du pasteur sur la vérité et la justice tombèrent comme des cailloux dans le silence. Mais Miss Marple ne quittait pas le tableau vivant qui s'offrait à elle. Chaque visage racontait une histoire, et chaque histoire s'inscrivait dans une mosaïque plus vaste. Elle voyait la culpabilité chez l'un, le chagrin chez l'autre, et la peur chez plus d'un. Ce soir-là, elle écrivit 2 courts mots, remis en main propre par des messagers volontaires. L'un était destiné à Stephen Harcourt, lui demandant de passer à son cottage le lendemain après-midi. L'autre était destiné à Lady Tremaine, lui demandant de se joindre à une petite réunion de voisins, soi-disant pour discuter du fond, pour le toit de l'église. Le ton était poli, innocent, mais Miss Marple savait que sous de tels prétextes se cachait le véritable objectif, réunir ces suspects afin que leurs réactions puissent être observées dans la même pièce. À son arrivée, Harcourt était fatigué et débraillé, mais il accepta sans hésiter d'y assister. « Je n'ai rien à craindre, » dit-il d'un ton sombre. « Si c'est ce qu'il faut pour qu'il me croie, qu'il en soit ainsi. » Lady Tremaine, quant à elle, hésitait. « Je ne suis pas assez bien pour la société, » écrivit-elle en réponse. Mais l'insistance de Miss Marple, formulée en 12 appels au devoir et à la communauté, finit par la convaincre d'y assister. « Très bien, » dit-elle froidement, lorsque Miss Marple elle-même se présenta à la porte de Summerfield. « Mais je ne tolérerai pas de bavardage futile. » Miss Marple sourit gentiment. « Je pense que vous trouverez cette conversation des plus nécessaires. » Le lundi après-midi, le salon du cottage de Miss Marple était soigneusement disposé en cercle. Les chaises étaient disposées en cercle. Le thé était servi avec une élégance discrète, et son panier à tricot était à ses côtés, comme toujours. Lady Tremaine arriva la première, le voile baissé, l'air guindé. Stephen Harcourt suivit, le regard orageux. La femme du pasteur apparut peu après, impatiente de participer aux affaires du village. Le docteur Felton se laissa également convaincre de se joindre à elle. Miss Marple les accueillit tous avec sa chaleur habituelle, parlant de gâteaux et de jardin, mais rien ne manqua à son regard. L'heure n'était pas encore venue de révéler la vérité. Ce moment viendrait. Mais tandis que les villageois étaient assis ensemble dans le calme de son salon, Miss Marple sentait l'atmosphère s'épaissir, le poids des mots non prononcés pesant sur eux. Les secrets, elle le savait, étaient devenus trop lourds à porter plus longtemps. Il suffirait d'un seul coup sur le bon fil, et tout l'ouvrage se défrait. Pour l'instant, elle versait du thé, passait des assiettes de génoise et posait ses questions avec douceur. Mais derrière sa voix douce et son sourire discret, son esprit était vif, alerte, dans l'attente. Les ombres s'accumulaient, et bientôt, la lumière les percerait. En attendant, la patience était son allié. Car la patience, se disait souvent Miss Marple, était l'arme la plus puissante. La petite réunion dans la chaumière de Miss Marple commença sur un ton poli, même si, sous cette civilité, la tension bourdonnait comme une corde tendue. La femme du pasteur s'affairait autour des tasses de thé, le docteur Felton s'éclaircit la gorge avec un malaise professionnel, et Stephen Harcourt resta assis, raide, la mâchoire serrée, empreint d'une détermination farouche. Lady Tremaine, droite et sévère sous son voile noir, observait la pièce comme si elle mettait quiconque au défi de la critiquer. Miss Marple, tricotant sur ses genoux, présidait à l'assemblée avec son air familier de douce distraction. Pourtant, derrière son expression douce, elle observait chaque regard, chaque changement de posture, chaque clignement d'œil nerveux. Elle commença, comme elle le faisait si souvent, par quelque chose d'assez anodin. « Je me suis rappelé hier encore, » dit-elle sur le ton de la conversation, « combien il est curieux que de petits objets aient si souvent un poids considérable. Une clé rouillée, une lettre défraîchie, ou peut-être un médaillon. Ils peuvent paraître anodins, mais ils en disent plus que les plus grands discours. » Elle ne regarda personne directement, mais les mains de Lady Tremaine se crispèrent visiblement sur ses genoux.
Harcourt lui jeta un rapide coup d'œil, puis revint à Miss Marple. Le docteur Felton toussa de nouveau et s'occupa de sa soucoupe. Abordant la question du médaillon d'Elénore, Miss Marple poursuivit, ses aiguilles cliquetant doucement. Un bibelot, pourrait-on dire. Pourtant, le premier que nous vîmes était rouillé, inutile, la chaîne brisée. Plus tard, un autre apparut, argenté, étincelant, avec une photographie à l'intérieur. On se demande pourquoi un tel échange aurait pu avoir lieu, à moins, bien sûr, que le contenu du véritable médaillon ne soit jugé gênant. La pièce se tut, le seul bruit étant le tic-tac de la pendule. Lady Tremaine parla enfin d'une voix aigre. « Vous parlez comme si vous saviez quelque chose, Miss Marple, mais vous ne proposez que des insinuations. » Miss Marple sourit doucement. « Pas d'insinuations, Lady Tremaine, des observations. Et j'ai constaté au cours de ma longue vie qu'il est très difficile de justifier ces observations. » La femme du pasteur, pressentant le drame, se pencha avec empressement. « Et que remarquez-vous, Jane » demanda-t-elle. Les aiguilles de Miss Marple ne s'arrêtèrent que brièvement avant de reprendre. « Je remarque qu'Elénore avait peur dans ces derniers jours. Elle confia à M. Harcourt que sa mère ne lui pardonnerait jamais certaines choses. On la vit avec des lettres d'une main d'homme, des lettres livrées non par la poste, mais par Madame Denholm. Et je remarque que le matin même de la garden party, Éléanore se disputa avec sa mère et sa cousine. Elle leva les yeux d'un air calme, comme pour faire une remarque sur le temps. Cela fait beaucoup de disputes pour une seule journée, Lady. » Tremaine se leva brusquement, son voile tremblant sous la force de son mouvement. « C'est intolérable. Ma fille était faible, impressionnable. Elle a été trompée, traîné son nom dans la boue, et honteux. » Sa voix tremblait, mais elle leva le menton avec défi. « Je ne resterai pas assise ici à écouter des ragots. » Elle fit mine de partir, mais la voix calme de Miss Marple l'arrêta. « Ce ne sont pas des ragots, Lady Tremaine, quand on a vu le fermoir brisé dans le verger, ou le médaillon placé dans la main d'Éléonore après sa mort. » Lady Tremaine se figura. La pièce sembla retenir son souffle. Stephen Harcourt prit la parole pour la première fois, d'une voix basse mais pressante. « Que dites-vous ? Qu'Éléonore était réduite au silence à cause de ce qu'elle portait, à cause de ce qu'elle savait. » Son regard se porte de Lady Tremaine à Miss Marple, scrutant la pièce. Miss Marple ne répondit pas directement. Au lieu de cela, elle posa son tricot et regarda la pièce avec une douce fermeté. « Je crois que la vérité ne réside ni dans les lettres londoniennes, ni dans la photo d'un soldat, même si elles ont joué leur rôle. La vérité réside à Ashford-Lee, à Summerfield House, et dans la fierté qui a trop longtemps protégé son nom. » Le docteur Felton s'agite, mal à l'aise sur sa chaise. « Si vous avez des preuves, Miss Marple, il faut les remettre immédiatement aux autorités. »« En effet, répondit-elle, et elles le seront. Mais les preuves ne se résument pas toujours à des papiers ou à des empreintes digitales, docteur. Le plus souvent, c'est la nature humaine. Il suffit d'observer la réaction des gens face à un mot, un objet, une suggestion. » Son regard, calme et perçant, se posa sur Lady Tremaine, qui s'était lentement affalée dans son fauteuil. Pendant un instant, personne ne parla. Puis Miss Marple joignit soigneusement les mains sur son tricot. « Je vous demanderai à tous de revenir demain après-midi. Il me reste une question à régler, une dernière pièce du modèle à confirmer. Quand nous nous reverrons, je crois que nous aurons notre réponse. » Ces mots, prononcés avec une certitude tranquille, tombèrent dans la pièce comme des pierres dans l'eau. Le visage de Lady Tremaine était blême. Harcourt paraissait déconcerté mais plein d'espoir. La femme du pasteur, tremblante d'impatience, serrait sa tasse de thé contre elle comme si elle allait se briser. L'assemblée se dispersa à contre-cœur, chacun partant avec le sentiment d'avoir laissé un non-dit important. Harcourt s'attarda un instant à la porte. « Le savez-vous vraiment, Miss Marple » demanda-t-il dans un murmure. Elle le regarda avec bienveillance. « J'en sais assez pour en être certaine, monsieur Harcourt. Mais la certitude doit être affichée et non énoncée, sinon personne ne la croira. » Sur ce, elle referma doucement la porte et retourna s'asseoir près du feu. La soirée s'épaissit dans le silence, ce silence qui bourdonne d'attente. Dehors, les lumières du village s'allumèrent une à une, tandis qu'à l'intérieur, Miss Marple restait immobile, ses aiguilles enfin posées. Demain, elle le savait, le salon silencieux de son cottage serait témoin de la révélation de la vérité. Et quand elle viendrait, elle ne serait ni bruyante ni dramatique, mais douce, inévitable comme la dernière page qui se tourne. L'après-midi suivant, le cottage de Miss Marple fut une fois de plus le théâtre improbable du drame le plus profond d'Ashford-Lee. Les chaises étaient disposées comme auparavant, les tasses de thé soigneusement disposées
et les rideaux de dentelle tirés pour se protéger de la lumière de l'après-midi. Pourtant, l'atmosphère était tout autre que lors de la réunion précédente. Un silence pesant régnait dans l'air, comme si chaque invité pressentait la fin d'une histoire qui avait trop longtemps troublé le village. Lady Tremaine arriva la première, grande et fière malgré la pâleur de son visage. Elle affichait la dignité rigide de quelqu'un qui s'accroche à son contrôle quand tout le reste lui échappe. Stephen Harcourt arriva peu après, l'air méfiant mais déterminé, comme résolu à affronter la vérité, quelle qu'elle soit. Le docteur Felton entra avec sa gravité professionnelle, suivi de Madame Hartley Ridge, qui peinait à contenir son impatience d'assister à ce qu'elle croyait être une révélation digne des pages d'un roman. Alice, pâle et tremblante, se laissa convaincre d'assister à la demande de Mademoiselle Marple, bien qu'elle se tînt près de la porte, comme prête à fuir. Miss Marple elle-même était assise sereinement à la tête du petit cercle, son tricot sur les genoux, son attitude ne différant guère de celle qu'elle aurait eue si elle avait présidé un goûter paroissial. Elle les accueillit avec gentillesse, servit le thé d'une main ferme, et ce n'est qu'une fois tous installés qu'elle prit la parole. « Mes chers amis, dit-elle d'une voix douce mais claire, il n'est jamais agréable d'aborder de tels sujets, mais la vérité, une fois cachée, a tendance à projeter des ombres de plus en plus longues. Eleanor Tremaine n'est pas morte par hasard. Elle a été réduite au silence, et les raisons ne se trouvent pas dans la lointaine Londres, mais ici, au milieu de nous. » Un murmure parcourut la pièce, vite étouffé. Lady Tremaine se raidit, son voile tremblant légèrement. Miss Marple continua comme si elle n'avait rien remarqué. Nous avons entendu de nombreuses lettres, des histoires de querelles, la photo d'un soldat caché dans un médaillon. Pour certains, ces choses vous semblaient distinctes, mais ensemble, elles forment un tout. Eleanor avait peur. Elle détenait en sa possession les preuves d'un passé depuis longtemps enfoui. Un passé qui menaçait non seulement son avenir, mais aussi la réputation de sa famille. Elle jeta un coup d'œil à Harcourt. M. Harcourt a été accusé très ouvertement, mais je suis persuadé qu'il est innocent. Son affection pour Eleanor était réelle, même s'il ne pouvait lui donner ce qu'elle désirait. Il n'a été coupable que d'honnêteté, et l'honnêteté est rarement la cause d'un meurtre. Les épaules d'Harcourt s'affaissèrent de soulagement, bien qu'il ne dît rien. Le regard de Miss Marple se tourna vers Alice. « Vous avez vu Eleanor se disputer avec sa cousine, Madame Denholm, le matin de la garden party. Eleanor a parlé de la photo, n'est-ce pas ?» Alice hocha faiblement la tête, les mains crispées sur ses genoux. « Oui, mademoiselle. Elle a dit qu'elle ne vivrait plus dans de tels secrets. Elle a dit qu'elle me le dirait. » La pièce se glaça à ces mots. Miss Marple joignit soigneusement les mains. La photographie, dissimulée dans le médaillon d'argent, représentait un homme en uniforme. Ce n'était pas un inconnu. C'était le fils de Lady Tremaine, le frère aîné d'Eleanor, mort en disgrâce bien des années auparavant. On disait qu'il était tombé à la guerre, mais en réalité, il avait déserté. La famille étouffa l'affaire et enterra le scandale. Seule une poignée d'entre eux étaient au courant, et encore moins nombreux étaient ceux qui osaient en parler. Mais Eleanor découvrit la vérité, peut-être grâce à ses lettres de Londres. Elle avait l'intention de la révéler, de se libérer de l'emprise de sa mère. Et cela, mes amis, sa famille ne pouvait pas le permettre. Le silence qui suivit fut étouffant. Lady Tremaine resta immobile, les lèvres pincées, les mains crispées sur son voile. Le docteur Felton s'éclaircit la gorge, mais ne dit rien. Madame Hartley Ridge haleta bruyamment, comme si elle assistait à une pièce de théâtre. Harcourt le fixa, le visage blême de stupeur. « Ce n'est pas Madame Denholm qui a porté le coup, » poursuivit Miss Marple d'une voix douce. Elle était complice, certes, de la protection de la réputation de la famille. Elle a contribué à détruire des lettres. Elle a fait placer le médaillon rouillé dans la main d'Eleanor. Mais elle n'a pas tué. La véritable main qui a mis fin à la vie d'Eleanor était celle de sa mère. Lady Tremaine se leva brusquement, la voix brisée. « Mensonge, mensonge malveillant. J'aimais ma fille. » La voix de Miss Marple resta ferme. « Oui, Lady Tremaine, vous l'aimiez. Mais vous aimiez davantage le nom Tremaine. Lorsqu'Éléonore menaça de révéler la vérité, lorsqu'elle vous défia, vous ne supportâtes pas le scandale. Dans le verger, vous l'empoignâtes. Peut-être vouliez-vous seulement la réduire au silence. Mais la force de votre main sur sa gorge suffisait. Et ensuite, en désespoir de cause, vous vous agrippâtes à un bijou pour dissimuler la vérité. C'est pourquoi le médaillon rouillé fut retrouvé dans sa main, tandis que celui en argent, avec la photographie accablante, était caché. La salle sembla vaciller. Harcourt se leva à moitié de sa chaise,
les poings serrés. Alice fondit en larmes. Madame Hartley Ridge murmura une prière. Le docteur Felton fixe Lady Tremaine avec horreur. Seule Miss Marple demeura calme, les yeux fixés sur la femme devant elle. Lady Tremaine vacilla, puis agrippa le dossier de sa chaise. Un long moment, elle ne dit rien, le visage pâle comme du marbre. Puis, enfin, d'une voix basse et tremblante, elle parla. « Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que de voir l'honneur de sa famille détruit. Mon fils unique, a apporté la honte qui nous aurait ruinés. Je l'ai supporté en silence pendant toutes ces années. Et maintenant, Eleanor aurait tout mis en lumière. Sa voix s'est brisée. Je ne pouvais pas la laisser faire. » Miss Marple baissa la tête, l'air profondément triste. La faiblesse humaine, Lady Tremaine, se cache souvent derrière le devoir. Mais ce n'est pas notre devoir de taire la vérité. C'est simplement de la peur. Elle regarda autour d'elle. Et c'est la peur, laissée sans contrôle, qui nous a conduits là. Le silence s'éternisa. Puis l'agent Briggs, discrètement appelé par Miss Marple pour se tenir juste derrière la porte, entra dans la pièce. Il semblait déconcerté, incertain de son rôle, mais Miss Marple le guida d'un signe de tête. Lady Tremaine, sa dignité enfin vacillante, se laissa emmener sans résistance, son voile glissant de ses épaules dès qu'elle franchit la porte. Pendant un long moment, personne ne bougea. Le tic-tac de l'horloge emplit l'air. Harcourt parle enfin, la voix rauque d'émotion. Elle était morte d'orgueil, de secrets qu'elle aurait dû affronter depuis des années. Miss Marple ne répondit pas directement. Elle reprit son tricot, ses aiguilles cliquetant doucement. « C'est si souvent comme ça, dit-elle enfin. On le voit dans les villages, dans les familles, dans les petites choses. Le refus d'admettre ses fautes, la détermination à préserver les apparences. Et finalement, ce n'est pas le secret lui-même qui détruit, mais la peur qu'il suscite. » L'assemblée se dispersa lentement, chacun submergé par le poids de ce qui venait d'être révélé. Miss Marple resta près de son feu, son tricot poussant sans cesse sur ses genoux. Elle n'éprouvait aucun triomphe, seulement la tristesse familière de voir la folie humaine mise à nu. La mort d'Eleanor Tremaine n'était pas l'œuvre de la seule malveillance, mais d'un mélange d'orgueil et de peur. Et même si justice devait être faite, elle n'effacerait pas le chagrin qui pesait sur Ashford-Lee. Ashford-Lee se réveilla le lendemain matin dans un village transformé. Bien que le soleil se soit levé comme d'habitude sur les champs et que la cloche de l'église ait sonné son heure habituelle, l'air était chargé d'un reste de choc. La nouvelle de la confession de Lady Tremaine se répandit à une vitesse étonnante, portée d'abord par Alice la servante, puis par Madame Hartley Ridge, et bientôt par toutes les langues capables de murmurer. À midi, il n'y avait pas un pas de porte, un portail de jardin ou un comptoir de magasin, où le récit ne fut répété avec des nuances d'horreur, de pitié ou de délectation. Certains parlaient avec sympathie. « Une femme fière, poussée trop loin », murmura Madame Price au bureau de poste, secouant la tête en distribuant des lettres. D'autres étaient moins indulgents. « L'orgueil est une chose, déclarait Madame Frobisher à sa boulangerie, mais porter la main sur sa propre chair et son propre sang, eh bien, ce n'est pas mieux que de la méchanceté. » Monsieur Pritchard, l'instituteur à la retraite, adopta un ton plus solennel. « Ce n'est pas à nous de juger. Les familles portent des fardeaux que personne ne peut voir. Prions pour l'âme d'Eleanor, et oui, même pour sa mère. » Mais rares étaient ceux qui résistaient à la tentation de spéculer davantage, et le soir venu, de nouvelles histoires avaient germé, embellissant la vérité de détails imaginaires. Summerfield House, autrefois le fier siège de l'autorité du village, était désormais silencieux. Les stores étaient tirés, et le portail autrefois animé était désert. Lady Tremaine avait été emmenée au chef-lieu, laissant derrière elle un domaine lourd d'absence. La chambre vide de Madame Denholm était restée intacte, son départ étant désormais interprété comme une fuite face à la culpabilité. La majestueuse demeure qui avait si solidement dominé Ashford-Lee semblait soudain fragile, son héritage ébranlé par les secrets mêmes qu'elle avait cherché à protéger. Stephen Harcourt, enfin délivré de tout soupçon, se trouva l'objet à la fois de sympathie et de curiosité. Certains villageois lui offrirent de chaleureuses poignées de main, avouant l'avoir jugé trop sévèrement. D'autres le considéraient avec une méfiance persistante, car la suspicion, une fois semée, disparaît rarement facilement. Lui-même paraissait abattu, arpentant les ruelles la tête basse. Lorsqu'il s'arrêta devant la chaumière de Miss Marple pour la remercier, sa voix tremblait d'émotion. « Vous m'avez sauvé, Miss Marple. Je ne sais comment vous remercier. »
Elle le regarda avec bienveillance. « Il n'y a pas de dette, monsieur Harcourt. Mais peut-être, à votre retour à Londres, vivrez-vous dans l'honnêteté et la gentillesse. C'est une récompense suffisante. » Il hocha la tête, même si son regard était encore empreint de tristesse, car son affection pour Éléanor, bien qu'innocente, l'avait blessé par sa perte. Alice, la servante, changea également aux yeux du village. Autrefois négligée, considérée comme un simple membre de la maison, elle devint un symbole de sympathie et d'admiration. Nombreux furent ceux qui louèrent de son courage à raconter ce qu'elle avait vu et entendu, même si elle-même se dérobait à l'attention. Miss Marple, la voyant passer un après-midi, interrompit son tricot pour l'appeler doucement. « Tu as bien fait, ma chère. Ce n'est jamais perdu. » Alice rougit et reprit son chemin, mais un léger sourire éclaira son visage. Au presbytère, Madame Hartley Ridge ne cessait de répéter l'histoire, l'enjolivant de fioritures qui la plaçaient au cœur même des événements. « J'étais dans la pièce, vous savez, » déclara-t-elle, alors qu'en réalité elle était assise au cottage de Mademoiselle Marple comme les autres, les yeux écarquillés et stupéfaits. Son mari, le vicaire, exhortait à la prudence, rappelant à ses paroissiens que le jugement appartenait à des mains supérieures. Mais même lui ne put s'empêcher de souligner la tragédie de l'orgueil, l'intégrant dans son sermon dominical avec une solennité solennelle. Le docteur Felton, bouleversé par cette épreuve, s'entretint un soir en privé avec Mademoiselle Marple. « Il est rare de voir une telle retenue se transformer en violence, dit-il d'un ton lourd. Je soigne Lady Tremaine depuis des années, et jamais je ne l'aurais soupçonnée capable d'une telle chose. » Mademoiselle Marple, tricotant sereinement sur sa chaise, lui adressa un léger sourire. « Ce sont souvent ceux qui semblent les moins capables qui nous surprennent, docteur. Il ne faut jamais confondre le sang-froid avec la gentillesse, ni l'orgueil avec la force. La nature humaine est bien plus complexe que les apparences ne le suggèrent. » Le docteur soupira, reconnaissant la vérité, et quitta son cottage la tête basse. Au fil des jours, Ashfordly reprit son rythme. L'épicier empila ses pommes, les enfants jouèrent dans le pré, et la charrette à lait s'entrechoqua de nouveau sur les pavés. Pourtant, un changement subtil persistait, comme si un léger voile de méfiance planait désormais sur le village. Summerfield House, autrefois symbole de stabilité, rappelait que même les plus belles demeures pouvaient abriter des ténèbres. Les voisins s'accueillaient avec plus de chaleur, mais aussi un regard plus perçant, comme si chacun se demandait quel secret pouvait bien se cacher derrière des portes familières. Pour Miss Marple, la vie reprit son cours paisible. Elle soignait ses roses, tricotait au coin du feu et partageait le thé avec ses voisins qui s'émerveillaient encore de sa perspicacité. Pourtant, dans ses pensées intimes, elle n'éprouvait aucun triomphe, seulement une tristesse sourde. « C'est terrible, songea-t-elle un soir, alors que le crépuscule s'épaississait, que l'orgueil et la peur se révèlent souvent plus dangereux que la malice elle-même. La pauvre Éléonore cherchait la liberté et ne trouva que le silence. Et Lady Tremaine, aveuglée par son amour de la réputation, perdit tout ce qu'elle était censée protéger. Elle posa son tricot et contempla le village paisible. Un merle chantait dans la haie, et l'air était parfumé du chèvrefeuille. La vie continuait, comme toujours, entremêlant joies et peines. Miss Marple esquissa un léger sourire. Elle savait qu'Ashfordly se relèverait, comme toujours dans les villages, mais il n'oublierait jamais la leçon cachée dans le médaillon rouillé. Le plus petit objet peut révéler la vérité la plus lourde, et qu'au final, rien n'est plus destructeur que les secrets trop longtemps gardés. À cette pensée, elle ferma sa fenêtre pour se protéger de la fraîcheur du soir, le cœur serein, l'esprit apaisé. Car elle avait de nouveau vu la nature humaine dans toute sa fragilité, et même si cela l'attristait, elle l'acceptait avec la sagesse tranquille d'une femme qui avait vécu assez longtemps pour comprendre que tragédie et vérité étaient rarement si éloignées.